La Corée du Sud, pays de technologie de pointe, de culture florissante et de paysages à couper le souffle. Mais derrière cette façade moderne se cachent aussi des histoires sombres, glaçantes, oubliées ou trop dérangeantes pour figurer dans les guides touristiques. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'horreur et découvrir quelques-unes des affaires criminelles de Corée du Sud les plus perturbantes. Meurtres, manipulations, disparitions, préparez-vous à découvrir le côté obscur d'un pays qu'on croit un peu trop parfait. Alors, si je vous parlais de 3 affaires criminelles sud-coréennes, ça vous intéresse ? Woo Bung-kon est né en 1955 en Corée du Sud. Peu d'éléments sont connus sur sa jeunesse, mais il est établi qu'il était quelqu'un de colérique, connu pour son instabilité émotionnelle. Il s'engage d'abord dans l'armée sud-coréenne, où il sert dans les forces marines. Un environnement rigide qui semble mal s'accorder avec son tempérament instable. Après sa carrière militaire, il rejoint les forces de police. Cependant, même dans la police, Woo ne trouve pas sa place. Ses supérieurs rapportent qu'il avait des problèmes de discipline, un comportement parfois violent et qu'il souffrait de sentiments d'infériorité. À cela s'ajoute une forte consommation d'alcool qui ne fait qu'exacerber ses pulsions agressives. Woo vivait avec sa compagne, avec qui il avait une relation tumultueuse. Selon les témoins de l'époque, la cohabitation était vraiment difficile, due à des problèmes de jalousie et surtout d'alcool. Nous sommes l'après-midi du 26 avril 82, dans la campagne sud-coréenne. Woo Bung-kon, 27 ans, est dans la petite maison qu'il partage avec sa compagne. Comme à son habitude, après son service du matin à la police locale, il rentre chez lui pour se reposer. Et ce jour-là, Woo est particulièrement irritable. Il a bu de l'alcool, ce qui n'était pas rare pour lui, et sombre dans un sommeil lourd en début d'après-midi. C'est alors qu'un incident banal se produit. Sa femme rentre chez eux, le trouve allongé, et pour le réveiller, lui met un petit coup sur le torse. Ce geste, anodin en soi, est perçu par Woo comme une humiliation. Dans son esprit fragile, et déjà bien imbibé d'alcool, ce coup est une insulte à sa virilité, un affront personnel qu'il ne peut tolérer. Submergé par une vague de rage incontrôlable, Woo se lève brutalement. Une dispute éclate alors entre lui et sa femme Chun. Les voisins entendront plus tard les éclats de voix, Woo hurlant, injuriant, frappant contre les murs, mais rien qui, à ce moment-là, aurait pu laisser présager ce qui allait suivre. Et au lieu de se calmer, Woo devient de plus en plus furieux et quitte la maison. Il n'annonce rien à Chun, aucune explication claire. D'un pas vif, tendu, il quitte la maison, laissant derrière lui un silence assourdissant, et se dirige directement vers le poste de police où il est affecté. Un petit bâtiment local dans un secteur calme. Et là, il utilise sans problème son statut d'officier de police pour pénétrer dans l'armurerie. Son visage est fermé, déterminé. Mais ses collègues présents, habitués à son caractère instable, ne détectent rien de spécial. Il est armé, comme tous les policiers, mais ce jour-là, il ne vient pas pour patrouiller. Et dans un acte méticuleux et glacial, Woo est en train de s'équiper. Il saisit 2 carabines M2 semi-automatiques, une grenade et des dizaines de cartouches de munitions qu'il bourre dans ses poches et dans un sac. Ce n'est plus un policier qui quitte le poste quelques minutes plus tard. C'est un homme en mission de destruction, prêt à transformer sa rage personnelle en un carnage historique. En quittant le poste de police, Woo prend soin de ne pas attirer l'attention. Calme, presque méthodique, il se fond dans l'environnement rural de la région. Armé jusqu'aux dents, ses armes dissimulées sous son manteau. La nuit tombe doucement sur la ville, ignorant encore qu'elle va être bientôt baignée dans le sang. Et c'est vers 19h30 que Woo arrive dans un premier village. Plutôt que de faire irruption en hurlant, il agit avec ruse. Et il se présente aux portes en tant que policier, prétextant une vérification. Et les habitants, respectueux de l'autorité et sans méfiance, lui ouvrent les portes. C'est alors qu'il commence à tirer à bout portant. Personne n'a le temps de comprendre. 1 balle, puis 2, puis 3. En quelques minutes, des familles entières sont massacrées. Woo ne s'attarde pas. Après chaque massacre, il se dirige vers la maison suivante. Les survivants qui ont pu l'apercevoir le décrivent comme mécanique, sans émotion. Il tire dans la tête, dans le torse, cherchant à tuer sans ne laisser aucune chance de survie. Dans certaines maisons,
il lance sa grenade pour maximiser le carnage, détruisant murs et toits fragiles des habitations rurales. Il vise tout ce qui bouge, hommes, femmes, enfants. Même les personnes âgées, impotentes, ne sont pas épargnées. Wu, ancien militaire entraîné, utilise son savoir-faire. Il se déplace vite, recharge rapidement, conserve ses munitions avec une précision glaciale. Après avoir décimé un premier village, Wu marche dans la campagne vers le suivant. L'absence de moyens de communication modernes empêche la propagation rapide de l'alerte entre les villages. Beaucoup d'habitants ne savent rien du drame qui est en train de se jouer à quelques kilomètres. Dans le deuxième village, Wu continue son mode opératoire, frapper aux portes sous prétexte d'une patrouille nocturne de police. Dans certaines maisons, il tue immédiatement ceux qui ouvrent. Dans d'autres maisons, il force les familles à se rassembler afin de les massacrer tous ensemble en même temps. Le sang coule sur les chemins de terre battue et les cris déchirent l'air tranquille de la nuit. Certains habitants tentent de fuir vers les collines environnantes, et ce dans l'obscurité, pieds nus et blessés parfois. D'autres se cachent dans les caves, les greniers ou sous les planches des maisons. Et Wu continue sa progression inexorable. Il utilise des grenades pour forcer les portes barricadées. Dans une scène rapportée par des survivants, il force une femme à mettre le feu à sa propre maison avant de l'abattre. Pendant ce temps, au poste de police, les autorités commencèrent à recevoir des appels désespérés. Mais la géographie du comté, très étalée et mal desservie, retarde considérablement l'arrivée des renforts. Il n'existe pas de force spéciale prête à intervenir rapidement dans ces campagnes reculées. Wu, un ex-policier connaissant parfaitement le terrain et les procédures locales, profite donc de cette lenteur. Il change de direction, attaque un hameau ici, une ferme isolée par là, empêchant toute organisation efficace de la résistance. Après des heures de massacre, vers minuit, Wu semble comprendre que sa folie touche à sa fin. Il se retranche dans une maison isolée et prend en otage un couple, un homme et une femme, lorsque les forces de l'ordre commencent enfin à entourer la zone. Et Wu va prendre une décision radicale. Il décide de se donner la mort en dégoupillant une grenade contre lui-même, entraînant malheureusement la mort de ses deux otages. C'est dans une maison en ruine, entourée de suie et de sang, que le massacre prend fin. Le massacre laisse derrière lui 62 morts, certains rapports parlent de 67 victimes, de 35 blessés, des dizaines de familles détruites et une région entièrement traumatisée. La majorité des victimes étaient des civils, sans défense, beaucoup tués dans leur propre foyer, dans ce qui devait être une nuit ordinaire. Le gouvernement sud-coréen est frappé d'une onde de choc. Le président au pouvoir à l'époque est vivement critiqué pour la faiblesse des structures policières rurales et pour l'absence de protocoles d'urgence efficaces. L'affaire Wu Bangkon déclenche des réformes majeures, mais pour les habitants, rien n'efface la terreur de cette nuit. Encore aujourd'hui, des monuments commémoratifs rappellent discrètement l'ampleur de la tragédie. Et dans les familles, les souvenirs des proches disparus restent vifs. En 2003, le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, connu plus récemment pour le film Parasite, bouleverse le monde du cinéma avec un film devenu un monument de l'histoire du cinéma sud-coréen, Memories of Murder, inspiré d'une série de meurtres non résolus qui ont traumatisé la Corée du Sud dans les années 80. Le film dépeint, avec une tension brutale et une atmosphère suffocante, l'impuissance de la police face à un tueur invisible. Pendant longtemps, l'histoire semblait purement cinématographique, une énigme sordide, sans visage, sans réponse. Mais ce que beaucoup ignoraient à l'époque, c'est que Memories of Murder s'appuie sur des faits bien réels. Et avant, encore une fois, de rentrer dans une histoire très glauque et assez pesante, je vais vous faire un gag. Dans les années 80, Hwaseong est une région rurale tranquille, entourée de rizières, de champs et de petites routes isolées. Et le climat politique sud-coréen est tendu. Le pays sort lentement d'une dictature militaire. La démocratie est fragile et la police est encore largement marquée par des méthodes assez archaïques. Et la criminalité violente, notamment celle envers les femmes, est mal comprise et très mal gérée à cette époque. Et dans cet environnement de semi-isolement et de crainte constante, le tueur en série le plus craint de Corée du Sud va prospérer. Le 15 septembre 1986, à Hwaseong, la vie semblait suivre son cours habituel. Les champs de rizières s'étendaient à perte de vue, encore baignés par l'humidité de la fin de l'été. Dans cette région rurale, la vie était simple. Les habitants se connaissaient tous
et personne ne s'attendait à ce que cette journée marque le début d'un cauchemar qui durerait des années. Ce soir-là, une femme âgée de 71 ans rentrait tranquillement chez elle après avoir visité un membre de sa famille. Comme beaucoup d'autres, elle empruntait à pied un chemin de terre étroit traversant les vastes rizières. Il est environ 20 heures, la nuit est déjà tombée. Et dans ces campagnes reculées, l'éclairage nocturne est souvent inexistant. Seules les étoiles et une lointaine lueur à l'horizon permettaient d'éclairer les environs. Et malheureusement, cette femme âgée ne verra pas le danger arriver. Le lendemain matin, un agriculteur local découvre le corps de la femme. Elle est étendue, au milieu des rizières, partiellement dénudée, son corps portant des traces évidentes de lutte et d'agression sexuelle. La scène choque profondément les habitants. Le visage de la victime est marqué par l'agonie. Ses vêtements sont en désordre et certains manquent. Le sol autour d'elle est piétiné, prouvant qu'elle s'est débattue. La nouvelle se répand rapidement dans le village. Personne n'avait jamais vu ici un crime aussi atroce. Et pour les locaux, un tel meurtre ne pouvait être que l'œuvre d'un étranger ou d'un monstre. La police arrive rapidement sur les lieux. Mais le souci, c'est qu'elle manque cruellement de compétences concernant ce genre de scène de crime. Et les procédures de préservation de la scène de crime sont bâclées. Et peu d'indices exploitables sont prélevés. Et les enquêteurs privilégient des suspects évidents, vagabonds, personnes marginalisées et anciens détenus. Ils ne voient pas que le tueur est parmi eux, vivant sa vie comme n'importe quel jeune homme de la région. À cette époque, personne n'imagine que ce meurtre isolé ne sera que le premier d'une longue série. Quelques semaines seulement après le premier meurtre dans la rizière, un second drame frappe la petite ville de Hwaseong. Cette fois, la victime est une femme d'une trentaine d'années, retrouvée morte dans un champ non loin d'une route secondaire. Comme la précédente, elle a été abusée, puis étranglée avec un morceau de ses propres vêtements. Ses mains sont liées, sa jupe est remontée jusqu'à la taille, et rien ne semble lui avoir été volé. Ce n'est plus un hasard, ce n'était pas un crime isolé. C'est le début d'une série. Et au cours des semaines qui s'écoulent, la panique commence à gagner les habitants de la région. Puis le meurtrier frappe à nouveau, et toujours avec la même mécanique. Une femme seule, vue pour la dernière fois en train de marcher sur un endroit isolé, sous la pluie la nuit, disparaît. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé dans un champ, ligoté, les vêtements déchirés, et les meurtres se succèdent comme ça à un rythme irrégulier, semant la confusion. Les victimes sont de tout âge. Une adolescente de 14 ans, une septuagénaire, une jeune femme dans la fleur de l'âge, aucun profil ne semble à l'abri. Les seules constantes sont la solitude, la nuit, l'absence de témoins et le silence du tueur. Les autorités engagent des moyens sans précédent. Des milliers de policiers sont mobilisés, des suspects interrogés par dizaines de milliers, des barrages sont mis en place, des plans d'action massifs dans toute la province. Les habitants sont encouragés à ne plus sortir seuls après la tombée de la nuit. Les vêtements rouges sont même déconseillés, car plusieurs victimes en portaient. On parle d'un tueur méthodique, patient, intelligent et invisible. Malgré cela, aucune preuve solide ne permet d'identifier le coupable. Les empreintes digitales ne correspondent à aucun fichier connu. Et les analyses ADN à l'époque sont très balbutiantes en Corée du Sud. On avance à tâtons, on cherche un visage, une silhouette, mais tout leur échappe. Nous sommes en 87 et 3 nouveaux meurtres sont enregistrés, dont un particulièrement glauque. Une jeune femme a été retrouvée ligotée, abusée, étranglée avec ses propres sous-vêtements. Et ses bras sont croisés sur sa poitrine. L'auteur du meurtre semble vouloir envoyer un message, ou du moins suivre un rituel précis. Rien ne semble laissé au hasard. Puis vient l'année 1988, marquée par les Jeux Olympiques de Séoul. Pendant un temps, les crimes cessent, comme si le tueur se fondait dans l'euphorie nationale. Mais dès l'année suivante, en 89, un autre meurtre choque la population. Cette fois, la victime est une fillette de 13 ans. Elle ne rentre pas chez elle après l'école. Son corps est retrouvé, 3 jours plus tard, dans un canal, ligoté, abusé et étranglé. Le monstre a frappé encore. Ce meurtre bouleverse l'opinion publique. La pression sur la police est à son comble. Et soudain, un homme est arrêté. Il a un handicap léger, une démarche hésitante, et il aurait avoué. En réalité, il a été torturé pendant des heures. Ses aveux sont flous, incohérents, mais il sera condamné, emprisonné à vie. L'affaire semble close. Et malgré cette arrestation, les meurtres continuent. Personne ne fait le lien. 2 autres femmes sont retrouvées mortes dans un schéma identique.
Cette fois, les corps semblent dissimulés plus profondément, et le tueur semble perfectionner son art macabre. Il ne laisse aucun témoin, aucun indice exploitable. Il semble jouer avec les enquêteurs et les devancer constamment. Puis, subitement, plus rien. À la fin de l'année 1991, les meurtres s'arrêtent. Sans explication. Le tueur a arrêté. Le calme revient peu à peu, comme après un cauchemar. Mais personne n'a oublié, l'enquête reste ouverte. Et les familles endeuillées vivent dans l'attente. Presque 3 décennies se sont écoulées depuis le dernier meurtre. Les crimes de Hwaseong sont devenus une affaire froide, une plaie mal refermée dans l'histoire criminelle de la Corée du Sud. Pour beaucoup, la vérité ne serait jamais connue. Les archives prenaient la poussière dans des étagères métalliques oubliées. Mais ce qu'aucun enquêteur n'avait prévu, c'est que la science allait parler, et qu'elle allait parler fort. En 2019, la police sud-coréenne décide de rouvrir des dossiers clos, et de pouvoir faire parler, cette fois-ci, les expertises ADN. Et la police va donc s'intéresser aux échantillons recueillis sur les scènes de crime de Hwaseong. Et là, quelque chose se passe. Un profil génétique émerge. Il est clair, net, incontestable, et surtout, il correspond à un homme bien vivant, et actuellement incarcéré. L'homme identifié est Lee Chun-jae, âgé de 56 ans au moment de la découverte. Il purge une peine de prison à perpétuité, et ce pour un crime perpétré dans les années 90, le viol et le meurtre de sa propre belle-sœur, alors enceinte. Ce crime, horrible en soi, n'avait jamais été relié au meurtre de Hwaseong. Mais voilà que son ADN apparaît sur les sous-vêtements de plusieurs victimes du tueur de Hwaseong. C'est le chaînon manquant, celui que les enquêteurs cherchaient depuis plus de 30 ans. Lee est convoqué dans une salle d'interrogatoire. D'abord, il nie, il sourit même, il évite les questions. Puis, peu à peu, face aux preuves accablantes, il s'effondre. Ce qu'il révèle ensuite dépasse toutes les attentes. Il admet être responsable de 14 meurtres, dont les 10 crimes officiellement répertoriés à Hwaseong, mais aussi 4 autres assassinats jusque-là inconnus ou non reliés. Mais ce n'est pas tout, car en plus des meurtres, il confesse de nombreuses agressions sexuelles non résolues. Il décrit avec précision les scènes de crime, les vêtements des victimes, les lieux où il les a enterrés, il se souvient de tout. Il parle avec une froideur clinique, pas d'émotion, pas de regret, juste une chronologie méthodique de l'horreur. Si vous voulez mon avis, c'est un bon gros fils de... Pendant toutes ces années, Lee Chun-jae a vécu dans la même région, à quelques kilomètres des scènes de crime. Il a travaillé, s'est marié, a mené une vie discrète. Il avait un casier vierge jusqu'au meurtre de sa belle-sœur. Personne ne l'avait soupçonné. Il était là, invisible, parfaitement camouflé derrière l'image du citoyen ordinaire. Ce que l'enquête révèle, c'est l'échec d'un système. Méthode policière dépassée, pression politique, torture pour faire avouer des innocents et surtout, une absence totale d'outils scientifiques dans les années 80. En 2020, un procès symbolique est organisé pour réhabiliter Yoon Sung-yeol, l'homme injustement emprisonné durant 20 ans pour l'un des meurtres de Lee. La police s'excuse publiquement, la société coréenne, elle, est bouleversée. Memories of Murder, le film culte de Bong Joon-ho, sorti en 2003, inspiré de ces crimes, prend alors une autre dimension. Le public réalise que le vrai tueur était déjà en prison, au moment de la sortie du film, inconnu de tous, son nom jamais mentionné. Au début des années 90, la Corée du Sud est en pleine mutation. L'économie du pays, autrefois marquée par la misère, est en pleine expansion. Gratte-ciel, entreprises géantes, consommation de masse. À première vue, tout semble aller pour le mieux. Mais derrière cette façade de prospérité, une fracture sociale béante est en train de s'ouvrir. Les grandes familles industrielles, les chaebols, comme Samsung ou Hyundai, concentrent les richesses. Le reste de la population, elle, court après un rêve devenu inaccessible. Les inégalités explosent. Les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent. Et dans l'ombre de cette modernisation rapide, une rage sourde est en train de monter. Pour beaucoup, le système est injuste, corrompu, sans avenir. Certains sombrent dans le désespoir, et d'autres dans la haine. Et c'est donc dans ce contexte qu'un homme va ruminer ses frustrations et sentir une haine profonde grandir en lui. Il s'agit de Kim Ji-won. Kim Ji-won est né dans les années 60, dans un contexte de grande pauvreté. Enfance difficile, milieu ouvrier, éducation chaotique, tous les ingrédients sont là pour qu'il développe un rapport de rejet envers une société qui ne lui donne rien.
Il n'est ni brillant à l'école, ni intégré socialement. Très tôt, il accumule les petits délits, les infractions, les passages en prison. Mais ce n'est pas juste la délinquance qui l'anime. Kim développe une idéologie personnelle, forgée dans la rancœur et l'humiliation. Il est persuadé que le système est conçu pour écraser les pauvres, que les riches vivent sur le dos des faibles et surtout qu'ils méritent de souffrir autant qu'ils l'ont fait souffrir lui. Il veut organiser une révolte structurée, ciblée et brutale. Une guerre de classe clandestine. Il commence à rechercher des alliés, pas des criminels de passage, mais des hommes aussi déterminés et blessés que lui, capables de haïr et même de tuer pour une cause en laquelle il croit. Entre 93 et 94, Kim Ji-won souhaite donc fonder un groupe, un gang, pour se venger des injustices que les opprimés semblent subir, selon lui. Il va comme cela recruter 7 membres, tous des marginaux dont certains sont analphabètes, certains vivent dans des bidonvilles, et d'autres encore sortent juste de prison. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? La haine, et la sensation de n'avoir plus rien à perdre. Kim impose des règles strictes, pas d'alcool, pas de relations amoureuses, pas de contact avec l'extérieur. Il veut des hommes totalement dévoués à leur mission. Ils vivent ensemble, s'entraînent, se préparent. Ce n'est pas un gang, c'est une secte criminelle. Ils choisissent même leur nom avec soin, Chijeon, ce qui signifie la fin du monde, ou au-delà de l'enfer. Enfin bref, tout un programme. Le groupe établit une base secrète dans une maison louée à Ansan, en banlieue de Séoul. Là, ils construisent une cellule souterraine insonorisée où ils prévoient de détenir, torturer et exécuter leurs victimes. Chaque membre a un rôle précis: surveillance, enlèvement, interrogatoire et exécution. Et en 94, ils passent à l'action. En effet, le 8 septembre, Lee Jong-won, un musicien de 36 ans, et sa compagne, Lee, âgée de 27 ans, ont été enlevés par la Chijeon Family alors qu'ils sortaient d'un motel. Leur véhicule, une Hyundai Grandeur, symbole de richesse à l'époque, a attiré l'attention des membres du groupe, qui les ont donc pris en filature. Le gang les a interceptés à l'aide de 2 autres véhicules, les ont attaqués, ligotés et emmenés dans leur repère. Dans cette cachette, le couple a été détenu dans une cellule improvisée. Les membres du gang ont exigé une rançon. Mais en réalisant que les victimes n'étaient pas aussi riches qu'ils pensaient, ils ont décidé de les éliminer. Lee Jong-won a été contraint de consommer de l'alcool, puis étranglé, sa compagne étant forcée de participer à l'acte. Le corps de Lee a ensuite été placé dans sa voiture, poussé d'une falaise pour simuler un accident. La police a découvert le véhicule et le corps le 11 septembre, initialement suspectant un accident, jusqu'à ce que des blessures par arme blanche soient identifiées sur le corps. Restée seule dans la cache, Madame Lee devient prisonnière d'un groupe déterminé à ne laisser aucun témoin. Ses journées sont rythmées par la peur, la surveillance constante, la faim et les menaces de mort. La pièce où elle est enfermée est sombre, glaciale, à peine ventilée. Elle est maintenue en vie uniquement parce que le groupe est hésitant sur le sort à lui réserver. Certains veulent l'exécuter, d'autres pensent qu'elle aurait son utilité. Il est avéré que durant cette période, elle est victime d'abus psychologiques et probablement d'abus physiques. Bien que les documents judiciaires restent évasifs, par pudeur, on sait toutefois qu'elle a été privée de toute dignité. Pas d'accès à des sanitaires, pas d'intimité, et le constant rappel que sa vie ne tenait qu'à un fil. Elle a également été contrainte de participer à des actes violents, notamment le meurtre d'autres victimes du gang. En effet, les sévices sexuels, physiques et psychologiques ne sont pas les seules atrocités que le clan Chijeon a fait subir à la pauvre Lee. Un jour, alors que les membres du gang patrouillaient dans les alentours de Séoul, afin de trouver de nouvelles victimes, ils croisèrent So Yeon-ho, 42 ans, et sa femme, Park Mi-ha, 35 ans, et ce dans un cimetière en train de nettoyer les tombes familiales. Vers 17h, le couple était les seules personnes présentes à l'intérieur. Le gang a réussi à les surprendre et à les enlever en les emmenant dans leur voiture. Et ils vont rouler comme cela jusqu'à la planque. Le groupe exigea 100 millions de won de So Yeon-ho en échange de leur liberté. Sans surprise, So Yeon-ho n'est pas riche, et il n'a pas accès à cette somme. Il leur explique qu'il dirige certes une usine, et qu'il pourrait peut-être obtenir 80 millions de won, soit l'argent dont il disposait pour payer ses employés. Le gang l'a alors envoyé récupérer l'argent, tout en retenant sa femme en otage pour garantir son retour. So Yeon-ho a contacté un membre de son usine, prétextant un accident de voiture, et lui a demandé de rapporter l'argent à la gare routière.
L'employé, suspectant une situation anormale, a néanmoins obtempéré. Après avoir récupéré l'argent, So Yun-ho l'a donc remis aux membres du gang, dans l'espoir qu'il puisse libérer sa compagne. Cependant, les membres de la Chijeon Family ne vont pas respecter leurs promesses et vont forcer l'homme à retourner dans la maison du crime. L'employé, témoin de cette scène troublante, a alerté la police. Malheureusement, en raison de la complexité des juridictions, l'enquête a été retardée. De retour au repère, le gang a contraint Lee Jong-soo à participer au meurtre du couple. Sous la menace, elle a été forcée de leur tirer dessus. Ce qui va suivre est assez horrible. Ils vont commencer à découper les corps et à en manger certaines parties, notamment le foie. Ils vont même simuler un barbecue afin de dissimuler l'odeur de la crémation, offrant même de la viande aux villageois locaux. Un des membres du gang a plus tard avoué avoir mangé de la chair, affirmant que cela renforçait son courage et l'aidait à se séparer de son humanité. Imaginez-vous le calvaire de la pauvre jeune femme. Elle a été témoin du meurtre de l'homme qu'elle aimait, elle a été frappée, abusée sexuellement, a été obligée d'assassiner un couple et de manger leur chair. Mais heureusement, son calvaire va bientôt prendre fin. Le 16 septembre 1994, lors d'un exercice de manipulation d'explosifs, Lee Jong-soo et un membre du gang, Kim Yoon-young, sont blessés. En effet, le fameux Kim Yoon-young s'entraînait à jeter des bâtons de dynamite pour préparer l'attaque d'un commissariat, mais il va se blesser. Oui, en plus d'être un énorme enculé, il est aussi très con. Quoi qu'il en soit, tous deux vont à l'hôpital. Kim confie à Lee ses affaires, un téléphone et de l'argent, pendant qu'il se ferait soigner. Et vous vous en doutez bien, elle va aussitôt en profiter pour prendre la fuite. Elle va utiliser l'argent pour prendre différents taxis et fuir le plus loin possible de l'hôpital. Elle va ensuite utiliser le téléphone pour contacter ses proches et tout leur expliquer. Proches qui vont, à leur tour, contacter la police. Initialement sceptiques, les policiers vont tout d'abord accuser Lee d'avoir pris de la drogue. Cependant, au fur et à mesure du récit, les enquêteurs remarquent que les détails fournis par Lee correspondent à une affaire non médiatisée, concernant un couple disparu. Et cette coïncidence pousse la police à prendre son témoignage au sérieux. Ils vont identifier l'un des membres du clan, un certain Kang Dong-hoon. Ils vont se rendre à son appartement et procéder à son arrestation. Mais il reste encore plusieurs membres à appréhender. Et pour cela, la police va mettre en place une ruse. Elle contacte les autres membres en prétendant que Kang a eu un grave accident et qu'il avait sur lui une forte somme d'argent qu'il faut venir récupérer. Bien entendu, les membres du gang ne vont pas tomber dans le panneau et vont mettre en place une stratégie. Si, ils vont venir récupérer l'argent et se faire arrêter. Bah, ils sont cons, hein. La révélation des crimes de la Chijeon Family a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Les médias ont largement couvert l'affaire, détaillant les actes horribles perpétués par le gang. Cette couverture médiatique a alimenté la peur et l'indignation parmi la population, qui a exigé des réponses et des mesures concrètes pour prévenir de tels crimes à l'avenir. Le procès des membres de la Chijeon Family s'est ouvert peu après leur arrestation, le 1er novembre 1994. Six membres du gang ont été condamnés à mort pour les meurtres de 5 personnes. Lors du procès, aucun des accusés n'a exprimé de remords. Kim Yoon-young a même déclaré aux journalistes que son seul regret était de ne pas avoir tué davantage de riches. Alors que, concrètement, ils n'ont tué aucune personne riche. Le 2 novembre 1995, soit un an après leur condamnation, les 6 membres de la Chijeon Family ont été exécutés par pendaison. Cette exécution collective en Corée du Sud a été l'une des dernières, parce que peu de temps après, il y a eu l'abolition de la peine de mort. Plus de 2 décennies après les faits, l'affaire de la Chijeon Family reste gravée dans la mémoire collective sud-coréenne. Elle est souvent citée comme un exemple des conséquences désastreuses de l'inaction face à la criminalité organisée. Elle a également servi de catalyseur pour des réformes importantes
dans le système judiciaire et sécuritaire du pays. Depuis plusieurs années, l'Occident s'est pris de passion pour la culture sud-coréenne. Sa culture pop, sa cuisine, sa mode, ses séries et ses groupes de K-pop fascinent et séduisent le monde entier. Mais derrière cette image lisse et idéalisée, il existe une autre réalité. Une face plus sombre, souvent ignorée, faite de drames, de crimes et de secrets profondément enfouis. Ces histoires nous rappellent que même dans les sociétés les plus admirées, les plus idéalisées, l'ombre existe. Et parfois elle prend des visages bien différents. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un like, un commentaire constructif, à vous abonner et à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Et sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.